nous avons mis notre cerveau à la libre disposition de l'ennemi. C'est le cas des écoles, l'école en Afrique. L'école en Afrique n'est pas quelque chose d'anodin. L'école en Afrique, c'est quelque chose qui a été pensé par le colon. Et ça, on l'oublie souvent. On l'oublie souvent, on n'arrive pas à analyser très bien la situation de l'école africaine. C'est-à-dire que si on l'analyse, on dit, bon, moi j'ai souvent entendu que l'école ne correspond pas aux besoins, ou bien l'école, il y a une inadéquation entre la formation et les besoins en Afrique. Non, l'école africaine, elle doit être d'abord analysée en termes d'instruments de domination. C'est comme ça qu'elle est parvenue en Afrique. D'abord par les pères blancs, et ensuite laïcisée, à partir de 1855, par ce qu'on a appelé l'école des otages, qui a été créée par Faidherbe au Sénégal. Lorsque l'école des otages a été mise sur pied au Sénégal, c'était en 1855, Faidherbe et les coloniaux allaient capturer les enfants des rois africains pour les former dans les valeurs françaises. Faire en sorte que ces enfants fréquentent, soit malaxés dans la culture, soit imbibés de la culture occidentale, dans ce qu'elle a de plus mauvais, pour que ces enfants, finalement, n'opposent pas la même résistance que leurs prédécesseurs, que leurs parents. C'est ça l'objectif. Et progressivement, l'école va être vulgarisée, va être massifiée. Et donc, les Africains vont adhérer volontairement à ce projet. Ce qui fait que, quelques siècles plus tard, on ne va même plus chercher les Africains pour les former. Ce sont les Africains eux-mêmes qui viennent apportent leurs enfants à partir de 5 ans déjà. C'est terminé. Il y a une rupture. La racine est coupée. L'enfant, au lieu de grandir avec ses valeurs, les mœurs de la société, tout ça, mais non, on va l'incorporer dans le projet français. Il sera arraché de force de son environnement immédiat et sera confronté à des réalités qui ne sont pas les siennes. Et en grandissant, effectivement, il y a rupture, il y a hiatus. On n'arrive plus à retrouver nos racines. Ce qui fait même que les Occidentaux, bien les Européens, ont réussi à recréer la société africaine d'une manière générale et ont édicté de nouvelles normes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Afrique, c'est-à-dire à partir du moment où l'école coloniale a pris racine en Afrique, pour pouvoir travailler ou bien compter dans la société africaine, il faudra sortir de l'école de l'homme blanc. C'est-à-dire que l'Africain qui fait l'histoire de l'Afrique n'est plus l'Africain qui vient, disons, de la matrice africaine, mais c'est l'Africain qui sera fabriqué ailleurs. Voyez? Donc, il y a une nouvelle société qui est créée. Pour pouvoir gravir, pour pouvoir être aux responsabilités en Afrique, aujourd'hui, il faut d'abord se prêter au jeu de la transformation opérée par l'école coloniale. Et on l'accepte. Jusqu'à présent, nos générations l'acceptent aussi. Si bien même que quand quelqu'un vient parler au nom de l'Afrique, on lui demande, ben, tu as fait quelle étude? Quelles sont tes références? Quelles sont tes références? Tu as quel doctorat? Bon, voilà. Si bien même que, c'est-à-dire, on le fait même inconsciemment. C'est-à-dire que tu vas voir quelqu'un, bon, le gars vient, il va exhiber. C'est-à-dire, sa légitimité, c'est d'avoir été à l'école coloniale. Pour pouvoir parler de l'Afrique, il faudrait qu'il ait acquis les instruments de l'école coloniale. Sans ça, il est illégitime. Sans ça, il est illégitime. Voilà. C'est là que la question des sacrifices intervient. C'est là que la notion des sacrifices intervient. Je l'ai dit, la génération précédente a fait d'énormes sacrifices. Il y a des gens qui sont morts. Les Oumyobé,
même avant eux, les Sankara, au temps des Raja Négriers, le nombre de personnes qui ont été assassinées, tout ça, les résistants qui ont été jetés dans l'océan, des bateaux, tout ça. Bon, il y a tout ça, hein, il y a eu de la résistance. Ces gens-là se sont sacrifiés, mais nous voyons que leur sacrifice n'a pas payé. Leur sacrifice n'a pas payé. Et aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, c'est que comme nous souffrons des maladies de la volonté, que nous développons des phénomènes acquis par la fréquentation d'autres cultures, par l'acceptation, parfois même c'est volontaire, hein, ce n'est même plus qu'on nous impose certaines choses, mais on les accepte parce qu'on a été conditionné pour accepter tout ça. Et donc la question, c'est là que je disais tout à l'heure que la question des sacrifices intervient. Le sacrifice étant entendu ici comme le prix à payer pour obtenir quelque chose à la place de ce qu'on a actuellement. C'est une sorte de renoncement volontaire ou imposé par les circonstances. Bon. Mais comment on renonce à certaines choses? On renonce à partir du moment où on a soi-même une perspective différente de la situation dans laquelle on vit. C'est-à-dire que si nous ne voyons pas l'Afrique autrement, nous ne pouvons pas renoncer à ce que j'appelle les acquis coloniaux, c'est-à-dire nos diplômes, nos personnalités, la langue française. Bon, les Africains sont si contents de parler le français chaque fois. Non, c'est notre langue que viennent chercher les pays arabes. Bon, le Qatar adhère à la francophonie, c'est le tollé général. Non, c'est notre langue. Pourquoi le Qatar, tout ça. Donc, il faut voir ce qu'on perd et ce qu'on gagne. Mais on ne peut faire ce calcul qu'en ayant soi-même des perspectives. Si nous n'arrivons pas, si nous ne voyons pas l'Afrique, le sort de l'Afrique autrement, il est évident, il va de soi que nous ne puissions pas renoncer à tout ça. Que nous devenions plutôt les apôtres, hein, les prédicateurs, hein, de la domination même de l'Afrique. C'est-à-dire ceux qui travaillent, hein, à perfectionner les outils de domination de l'Afrique. Voilà. C'est pour cela qu'il est important que nous formulions, hein, qu'on arrive à formuler des perspectives, hein, tout autres, qui soient radicalement différentes de ce que nous avons jusqu'ici connu. Mais cela ne peut être fait que si un pas essentiel est fait dans ce que j'appelle le retrait, hein, le retrait de la possession du cerveau, hein, de notre cerveau que nous mettons, hein, librement à la disposition des autres. Voilà. Le cerveau qui est le siège de la pensée et de l'action à partir du moment où il est paralysé par autrui. Il ne peut plus y avoir, il ne peut ni y avoir de pensée ni d'action. C'est pour ça qu'on est là. On n'arrive pas à bouger parce que notre cerveau est entièrement mis à la disposition des autres. Je reviens d'Afrique. Ce qui m'a frappé, j'ai fait au moins 4 pays en Afrique de l'Ouest, c'est que aujourd'hui, tous les pays pratiquement mettent à la disposition des Africains des bourses d'études. Voilà. Dans les années 80, Alexandre de Marange, qui était le chef du service secret français, il était de la SDEC à l'époque, c'est la DGSE, disait que la France est le seul pays européen, en tout cas le seul pays colonial, qui a eu la lucidité de former beaucoup d'Africains. Et que
par le biais de cette formation, la France demeurera une puissance africaine de façon éternelle. Voilà. C'est-à-dire, tant que la France va former les Africains, il est évident que les liens entre la France et le continent africain vont perdurer. C'est une évidence. Je ne sais même pas pourquoi on peut... Voilà, je ne vois même pas pourquoi on peut contester ou bien on peut douter de la véracité de ces propos. Et lorsque François Hollande est arrivé au pouvoir, il a fait un discours devant les ambassadeurs africains, je crois en 2012 ou 2013, et il disait, je l'ai bien noté, il disait que la France va augmenter le nombre de boursiers africains et que ce n'est pas une entreprise humanitaire, mais c'est un investissement à long terme. Et avant lui, le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, a été invité chez Jean-Jacques Bourdin, sur RT et sur RMC. Il dit, c'est hallucinant. Bon, on n'écoute pas tout ça, hein, parce que bon, voilà, on n'écoute pas tout ça. Il dit que la France va augmenter le nombre de boursiers africains, tout simplement parce que entre un Africain qui est formé en Europe et un Africain qui est formé par exemple aux États-Unis, lorsque ces deux Africains, ou bien lorsqu'un Africain sera formé en France, lorsqu'il sera confronté au choix entre Airbus et Boeing, que évidemment, qu'il choisira